Bonjour et bienvenue dans ESS On Air, l'émission de Mediatico qui vous parle de l'actualité sous l'angle de l'économie sociale et solidaire. Et au lendemain des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques évidemment, on s'intéresse à l'héritage des Jeux avec une série d'émissions et des angles différents. Mais globalement, en fait, on s'interroge. Que va-t-il nous en rester de ces Jeux Olympiques dans les villes, dans les quartiers populaires? Et puis, ces Jeux vont-ils rester dans nos esprits comme les plus solidaires, les plus inclusifs et les plus écologiques de l'histoire, comme on nous l'a promis? On en parle avec nos deux invités aujourd'hui, Fabien Archambault et Paul Allozy. Bonjour à tous les deux. Bonjour Paul Allozy d'abord. Alors Paul Allozy, vous êtes coordinateur chez Médecins du Monde où vous assurez notamment des permanences psychologiques, des maraudes sociales auprès des sans-abri notamment, des publics migrants aussi. Ouais. Et puis vous êtes le porte-parole d'un collectif qui s'est constitué avant les Jeux Olympiques et qui s'appelle le Revers de la Médaille. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quelle est la motivation de ce collectif ? Bien sûr. Donc le Revers de la Médaille, c'est un collectif informel de gens du terrain. En fait, on est des assos qui interviennent auprès de toutes les personnes qui sont à la rue ou en habitat précaire dans la région Île-de-France. Et les JO nous sont un peu tombés sur la tête. On a commencé à réaliser qu'il y avait des effets, il y a 1 an et demi, de ce qu'on appelle, nous, le nettoyage social. Donc, c'est des effets d'expulsion de personnes sans abri. C'est très dur comme expression, le nettoyage social. Hein. C'est très dur, mais quand on voit la réalité de terrain derrière, de gens qui perdent un lieu de vie informel comme un squat ou un bidonville dans lequel ils étaient depuis des années, qui sont envoyés dans d'autres villes de France pour y devenir sans-abri avec aucune ressource, des ruptures de parcours d'accès aux soins, d'accès aux droits. Voilà, les mots correspondaient assez bien. Et c'est ça qui nous a réunis, c'est ce nettoyage social. Donc on a réuni plus de 104 associations. Il y a des ONG, il y a des plus petits collectifs, il y a des fédérations, avec l'idée d'être partie prenante des Jeux en disant aux autorités, voilà, nous on vous propose que les Jeux soient véritablement inclusifs et exemplaires. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et donc toute l'année on a fait des actions, on a fait du plaidoyer pour essayer d'éviter cette catastrophe du nettoyage social. Malheureusement, on a été très peu écoutés. Et puis nous sommes avec Fabien Archambault. Bonjour à vous Fabien. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1 et vous venez de publier un ouvrage qui raconte au travers de 12 portraits l'histoire des Jeux. Ça s'appelle « Les légendes du siècle » aux éditions Flammarion. Qu'est-ce que vous avez voulu nous faire passer comme message dans cet ouvrage ? Alors c'était rompre avec la glorieuse histoire des Jeux Olympiques, où en général on nous fait une histoire olympiade par olympiade, comme si en gros tout se valait et tout avait une importance depuis le début jusqu'au dernier à Paris. En fait pas du tout. Si les Jeux sont devenus ce qu'ils sont, c'est parce que c'est une des versions de l'américanisation culturelle du monde au XXe siècle. Les vrais premiers grands Jeux. C'est incroyable ce que vous dites. Pourquoi vous dites ça ? Jusqu'à la fin des années 20, les Jeux Olympiques sont un événement élitiste, relativement marginal dans la culture de masse et qui intéresse très peu de gens. En même temps, dans les années 20, les Jeux Olympiques modernes, ils ont quoi ? Ils ont 30 ans ? Ils ont 30 ans, ouais, c'est ça. Donc ouais. Ils sont encore tout jeunes. Ils sont tout jeunes, mais la glorieuse histoire des Jeux, c'est de nous dire que, par exemple, Paris 1924 aurait été un tournant des grands Jeux. Pas du tout. C'était considéré par l'ensemble de la société comme un fiasco, notamment un fiasco financier, avec l'idée de pourquoi dépenser autant d'argent pour un spectacle qui intéresse si peu de monde. Alors, ça, c'est une question qu'on va forcément se poser. On ne peut pas dire que le spectacle, cette année, ait intéressé si peu de monde, parce qu'au niveau du nombre de téléspectateurs à l'échelle mondiale, voilà, il y a eu vraiment un effet absolument massif. En revanche, on essaye de parler de l'héritage des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'on s'intéresse autant à ce qu'on appelle l'héritage des Jeux? Non, dès 1924, la réponse des pouvoirs publics avait été « Ah, mais attendez, il va nous rester, au-delà du prestige du pays organisateur qui a été capable de bien organiser ces Jeux, il y a le stade olympique de Colombes, le train pour y arriver, etc. » Où il y a eu un petit peu de hockey, si je me souviens bien, cette année. Oui, c'est ça, voilà. Exactement, du hockey sur gazon. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc en fait, parce que justement, il y avait déjà des polémiques. Alors ensuite... Donc en fait, on peut dire que c'est vachement bien. Il y a un véritable héritage positif, et c'est ça que vous nous expliquez dans votre ouvrage. Non, la question en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'héritage ? C'est le CIO qui met en avant cette notion d'héritage parce qu'il est contesté depuis... en gros, depuis les années 20, les années 30, c'est qu'à chaque fois, l'organisation des Jeux ne passe pas inaperçue. Et il y a des résistances dans beaucoup de domaines, notamment écologiques.
C'est pour ça que, par exemple, en 1992, ils adoptent l'agenda 21, donc l'agenda pour le 21e siècle, l'idée d'une charte environnementale, parce qu'ils se rendent compte que dans les pays développés, dans les démocraties occidentales, en gros, il y a de plus en plus de résistance à l'organisation des jeux tels qu'ils sont organisés depuis 1932, depuis cette première américanisation des jeux, et qu'à terme, c'est les jeux qui sont menacés. C'est-à-dire l'existence même des jeux qui est en péril si, en gros, ils ne font pas les efforts de s'adapter à l'ère du temps. Ce qui veut dire qu'en gros, que les critiques qui sont faites aux jeux sont fondées. Et eux en ont très bien conscience. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent en partie de déminer le terrain. Et pourquoi vous nous parlez d'une américanisation des Jeux? Est-ce que les Américains ont fait une OPA sur les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une façon de concevoir le monde? Est-ce que c'est le libéralisme à l'américaine qui a investi l'univers des Jeux Olympiques et du sport? En fait, les Jeux deviennent cet événement planétaire suivi par les classes moyennes, puisque en gros, c'est d'abord les classes moyennes qui suivent les Jeux. C'est-à-dire que les classes populaires restent un peu à l'écart. Alors ça s'est vu dans les tribunes, elles étaient sur les tatamis, mais pas dans les tribunes. Les Américains ont formaté, ils ont pris le contrôle du CIO dans les années 30, et il y a eu deux américanisations. Une première des universitaires religieux américains, amateurs, et une deuxième à partir de la fin des années 70, début des années 80, qui est sur une commercialisation accrue et le sport professionnel. Donc on a eu les deux versions du sport américain, mais si les Jeux existent, c'est d'ailleurs pour ça que l'URSS est venu chercher les États-Unis sur ce terrain-là, c'est parce que c'est la chose des Américains. Alors ça, moi je pense qu'il n'y a que le regard d'un historien qui peut nous décrypter tout ça, parce que je pense qu'on ne le sait pas. Et donc c'est dans Les légendes du siècle aux éditions Flammarion, où donc vous racontez cette histoire-là au travers de 12 portraits. Vous pouvez nous dire quels sont les personnages que vous avez eu envie de suivre? J'ai commencé par Pierre de Coubertin, par exemple. Après, il y a des incontournables, 1936, les Jeux de Berlin, donc là j'en prends plusieurs des athlètes, Mexico 68, mais qui connaît Teofilo Stevenson, le boxeur cubain, qui est Elena Chouchounova, la gymnaste soviétique, Pavo Nurmi, qui était... parce que vous dites que les Jeux Olympiques au féminin, ça date pas d'hier non plus quand même. Dès le départ, dès 1900, il y a des femmes, mais en gros, le CIO est un aréopage de vieux monsieur. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient jeunes, mais ils ont très vite vieilli et ils sont très peu renouvelés. Colonialistes, racistes, misogynes. Et ce qui leur est resté de ce conservatisme social et qui a duré le plus longtemps, c'est la misogynie. Alors, nous sommes un siècle plus tard. Le monde a changé. Les Jeux Olympiques peut-être aussi un peu, mais un peu ou beaucoup, pas tant que ça. On va essayer de voir, Paul Allozzi, vous, avec le revers de la médaille. En fait, vous pointez les effets destructeurs de ces Jeux. Vous pointez les effets pervers d'un événement unique, d'un événement mondial, télévisé, qui a fait vibrer les foules et qu'on nous présente comme une très belle histoire. Mais est-ce que c'est vraiment une très belle histoire ? Et puis vous nous parlez du revers de cette médaille. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est ça. L'idée, nous, c'était de dire aux gens que c'est pas parce qu'ils sont pro-sport, qu'ils adorent le sport, qu'ils vibrent au même rythme que leurs athlètes préférés, qu'ils ont à être anti-pauvres, anti-migrants, à ne pas se soucier de l'environnement. L'idée, c'était vraiment de leur dire, ces jeux ont un prix. Ils ont un coût social, et nous, c'est le coût social sur lequel on est expert, parce que c'est ça qu'on voit sur le terrain. En fait, avec les Jeux, il faut comprendre que l'espace public est systématiquement saturé. On le sature de forces de l'ordre, on le sature de touristes, on le sature par le passage de la flamme, on le sature par des lieux olympiques, des fan zones, des lieux d'épreuve. Et en fait, il y a des gens qui dépendent de cet espace public. Il y a des personnes à la rue qui sont identifiées comme sans-abri, roms, usagères de drogue, travailleuses du sexe, étrangères. Et ces gens-là, à quasiment chaque occurrence des Jeux, ils vont donc subir ce qu'on appelle le nettoyage social. Donc ils vont être dégagés parce que ils font pas bien sur la photo. Sauf que là, Paris 2024, il y avait quand même des promesses incroyables que vous citiez tout à l'heure, les Jeux les plus inclusifs de l'histoire. Bon, en rencontrant d'autres gens qui ont fait, par exemple, qui ont vécu les JO à Vancouver en 2010, ils m'expliquaient qu'au Canada, ils ont eu exactement les mêmes promesses, les Jeux les plus inclusifs, les plus écolos, l'héritage social. Donc c'est un argument de vente à chaque fois, un argument marketing pour nous vendre les Jeux. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est éviter tout ça. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que chez nous, en France, on s'est dit quand même, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, ce discours-là, il nous parle profondément. Et donc, on s'est dit,
chouette, il va se passer quelque chose de différent. Et vous nous dites, ce discours, il est porté de façon récurrente, en fait, C'est au ça. travers de l'histoire des Jeux. Et vraiment, nous, on était dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'en les voyant dire tout ça, quand on a commencé notre plaidoyer du revers de la médaille, je me suis dit, et c'était sûrement très naïf de ma part, parce que je connaissais encore rien des JO il y a un an, je me suis dit, c'est l'année où on change tout. C'est génial, les caméras du monde entier vont regarder Paris. Donc c'est l'année où on va arrêter de créer des campements de misère. C'est l'année où on va vraiment inverser la balance sur les problématiques du sans-abrisme, parce que chaque JO, chaque méga événement sportif va toucher au sans-abrisme. Vous ne trouvez pas qu'on se fait un peu avoir à chaque fois? On se dit On toujours, s'est bien fait avoir. demain ne sera plus jamais comme hier, ça y est, voilà, le Covid. Enfin bon, on l'a vécu, on n'arrête pas de vivre ces histoires-là. On croit que, enfin peut-être que, heureusement qu'on a de l'espoir aussi, pour essayer de construire un monde meilleur. Ouais, je pense que cet optimisme, c'est notre moteur, donc c'est important. Mais donc on a dénombré, nous, 12 500 personnes expulsées en un an avant les Jeux, ce qui est une augmentation de 40% par rapport aux années précédentes. C'est énorme. Et surtout, des lieux très localisés. On expulse près du village olympique, on expulse sur les bords de Seine, et une sourde oreille des ministères, notamment celui de l'Intérieur, pour essayer de changer tout ça. Et en même temps, on peut se dire aussi, en prenant du recul, que bien sûr, ce que vous dénoncez existe, mais on sait qu'il y a de la création de logements, puisque le village olympique va être transformé en logement, sociaux ou pas, je ne sais pas bien d'ailleurs, je ne connais pas l'histoire. Ces Jeux olympiques ont aussi permis de créer des emplois d'insertion, grâce aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont gagné à peu près 25% des marchés des Jeux olympiques, et donc qui sont allés apporter de la restauration, qui ont construit des fauteuils dans les stades en plastique recyclé. Enfin voilà, il y a quand même un effet social qui est intéressant. Mais bien sûr, et nous, en fait, on veut que les JO s'améliorent. On ne demande pas à les annuler, on demande à les améliorer. Et là, on a vécu pendant l'été, moi, mes maraudes quotidiennes, on vivait quelque chose de très bizarre. Par exemple, un jour, on intervient dans un campement près du mur anti-bruit du périphérique, et on arrive, et il y a un monsieur soudanais, il est en train de regarder l'équipe du Soudan jouer au basket sur son téléphone. Et quand on parle avec lui, il nous explique qu'il a faim, parce que ça fait 10 jours que lui, en tant que vendeur à la sauvette, ne peut plus travailler, car il y a trop de policiers. Et en même temps, ce monsieur regardait les JO et vraiment vibrait au rythme de ses athlètes à lui du Soudan, qui, selon lui, était la meilleure équipe du continent africain. Donc en fait, on a vécu un truc complètement antinomique d'exclusion des personnes qui sont déjà les plus marginalisées, alors qu'en fait, on aurait pu vraiment faire autrement, parce qu'on est la France quand même. Quel contraste quand même saisissant que vous nous racontez là. Alors vous avez dénoncé dès le mois de mars, 3 mois avant les Jeux olympiques, le fait que les droits humains n'étaient pas respectés. Donc c'est là que vous parlez d'expulsion, j'imagine. Ouais. Et qui est responsable de ça ? Clairement, Monsieur Darmanin, le ministère de l'Intérieur et les personnes qui gouvernent avec lui. Alors, ils ne se sont pas beaucoup mouillés pour leurs préfets, parce que nous, on a été beaucoup en lien avec les préfectures, donc préfecture de la région Île-de-France et la préfecture de police. Donc, ce sont les préfets qui ont fait le sale boulot. Ils l'ont très bien fait, d'ailleurs, bravo à eux, ils ont été de bons nettoyeurs sociaux. Par contre, on a raté un rendez-vous manqué avec l'histoire, avec un grand H. Nous, on avait proposé 3 choses très simples. Avoir un lieu de premier accueil pour les personnes primo-arrivantes quand elles arrivent pendant les Jeux, parce que moi encore hier en maraude j'ai vu des personnes qui venaient d'arriver à Paris, qu'on ait un lieu pour les accueillir, qu'elles n'arrivent pas dans les rues comme ça pendant les Jeux. Créer 20 000 places d'hébergement d'urgence, c'est un budget considérable, mais on aurait eu des rues vides de sans-abri, mais de manière positive, ils n'auraient pas juste été cachés plus loin. Et avoir un plan d'adaptation, c'est là qu'on a eu un peu des choses, on a adapté un peu des dispositifs de distribution alimentaire, d'accès aux soins pendant l'été, selon les zones olympiques, les zones rouges, les zones grises, etc. Fabien Archambault, est-ce que ces problèmes sociaux que dénonce Paul Allozzi sont récurrents dans toute l'histoire des Jeux olympiques modernes ? Alors, en gros tous, oui, mais il y a une chronologie qui tient au gigantisme progressif des Jeux. Donc, n'ont pas toujours été ce grand événement international. Donc, par exemple, les deuxièmes Jeux les plus importants, en termes de spectateurs, de pays participants, c'est ceux de Berlin en 1936, donc aussi des investissements de l'État pour construire les infrastructures. Là, le nettoyage social, la question ne s'est pas posée, puisqu'en gros, il y avait déjà du nettoyage social depuis 1933 en Allemagne, donc ils n'ont pas eu à faire grand-chose. Oui. Mais les premiers Jeux où il y a eu l'équivalent de ce que Paul vient de décrire pour Paris, c'est ceux de Moscou en 1980. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième phase de mondialisation où les Jeux deviennent vraiment, c'est ce qu'on appelle en sociologie du sport, les méga-événements sportifs, les méga-events sportifs. C'est en gros Moscou 80 et Los Angeles 1984. Et donc là, il y a tout un tas de problématiques qui s'installent, donc qui sont d'abord le nettoyage social. Donc en 1980 à Moscou, on considère que c'est les asociaux. Et donc c'est les mêmes catégories, c'est les prostituées, les tziganes et les sans-abri qui sont évacués du centre de Moscou pour en faire un village Potemkin. Mais comme on a voulu le faire
à Paris. Enfin, il faut qu'on ait l'image d'une ville riche, prospère et harmonieuse. Et propre. Bien sûr. Ensuite, il y a la militarisation des Jeux. Donc là, c'est après 1972, après les attentats contre les athlètes israéliens. Donc dès 1976, là, il y a cette idée d'une omniprésence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de cet événement. Et ensuite, la spéculation immobilière, c'est-à-dire que la construction des villages olympiques, de plus en plus, devient des opérations de gentrification, c'est-à-dire de spéculation immobilière. On prend des terrains généralement qui sont en dehors du centre-ville, puisque ces infrastructures sportives, il n'y a plus de place dans les centres-villes, donc elles sont en banlieue, et on va expulser des populations pauvres, les exproprier, pour construire faire des opérations immobilières qui sont classiques dans les villes occidentales, et maintenant des grandes métropoles du tiers-monde, comme par exemple à Rio en 2016, en gros gentrifier des quartiers anciennement populaires. Est-ce que, ça me fait penser aussi aux expositions universelles, je me rappelle notamment de celle de Séville, c'était la même chose, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre. Est-ce que finalement c'est pas un peu le sens de l'histoire? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il ne faut pas accepter ces phénomènes-là pour permettre aux villes de grandir, de s'assainir, de reconstruire des quartiers plus modernes? Aujourd'hui, on dirait des écoquartiers plus écolos, etc. Alors c'est une question. C'est une vraie question. Le problème est que ces processus qui sont mis en œuvre à l'occasion des Jeux Olympiques ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire que vous avez le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui dispose en général d'une législation d'exception qui est votée à chaque fois par les pays pour respecter le cahier des charges du CIO, donc qui est en gros une négociation entre la ville hôte, le gouvernement hôte et le CIO, qui donne en gros des droits exorbitants par rapport au cours ordinaire des choses, pour justement que les Jeux puissent avoir lieu, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, c'est au nom de l'urgence et du temps qui est compté, d'aller très vite. Et c'est aussi en ce nom-là que vous avez des mobilisations citoyennes. Donc par exemple, il y a des mobilisations écologiques autour des Jeux d'hiver, mais ça, on pourra en reparler. Mais pour des Jeux d'été, c'est dans les années 90 à Berlin, donc où la question de la candidature de Berlin pour les Jeux de 2000 s'était posée, là où Sydney a gagné. Et en gros, il y a eu une forte mobilisation, en gros, du mouvement associatif berlinois, en disant, d'accord, écoquartier, etc., mais on veut avoir notre mot à dire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un processus transparent et démocratique dans une agglomération qui est celle de Berlin, qui est en train de changer après la réunification. Et ils sont arrivés, en gros, à faire que la mairie de Berlin retire sa candidature parce que, justement, ces conditions de démocratisation du processus n'étaient pas garanties. Et en 2024, on a des collectifs associatifs, militants de la démocratie, qui dénoncent aussi l'utilisation de plus en plus massive des drones pour faire de la surveillance antiterroriste bien sûr, mais derrière il y a forcément la reconnaissance faciale qui arrive, qui pose question, dont le ministère de l'Intérieur dit non, on ne l'a pas utilisé, mais évidemment on n'est pas idiot non plus, on sait que c'est très facile à mettre en œuvre une fois que tout le dispositif est mis en place. Et là aussi, sans aucun vote à l'Assemblée nationale. Donc ça pose des questions qui se retrouvent aujourd'hui. Est-ce que, Fabien Archambault, si on revient aux Jeux Olympiques historiques, ceux de l'Antiquité, est-ce que ces process, toute proportion gardée, toute échelle conservée, étaient déjà à l'œuvre? Est-ce qu'on nettoyait déjà des zones dans les villes où on accueillait les Jeux? Est-ce que les exclus étaient repoussés au-delà des frontières de la ville? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors, déjà, en fait, ces Jeux ne correspondaient pas du tout à ce qu'on a bien voulu croire qu'ils étaient. Mais ça renvoie à l'histoire. On a fait du storytelling. Voilà, c'est ça, à l'idéologie coubertinienne. C'est pourquoi est-ce qu'on va chercher la référence à l'Antiquité. Alors, à mon avis, il y a un élément essentiel dans les Jeux de l'Antiquité qui revient dans ceux qui s'opposent aux Jeux maintenant, c'était toujours un endroit unique. Alors, donc, c'était déjà un rituel civique et religieux d'abord, donc dans le sanctuaire de Zeus à Olympie. Donc, c'était plus un moyen d'honorer ce dieu-là que de faire du sport au sens où aujourd'hui, on l'entend. Et surtout, c'était toujours au même endroit, tous les 4 ans. Et donc, un des arguments sur ce gigantisme, c'est déjà, pourquoi est-ce que ce ne serait pas toujours dans le même endroit? Et ensuite, pourquoi est-ce que ce ne serait pas délocalisé dans le monde entier? C'est-à-dire, plutôt que de concentrer
dans une même ville avec toutes ces dépenses, de dire, chaque fédération pourrait avoir son endroit où elle organise ses Jeux Olympiques, et ils auraient lieu au même moment, mais un peu partout dans le monde, pourquoi pas. Enfin bref. Et avec la diffusion télévisuelle, en fait, ce serait tout à fait acceptable, on comprendrait bien le mécanisme planétaire. Donc il y a des contestations sur ce modèle unique de tout concentrer au même endroit. Est-ce que c'est encore possible ? C'est intéressant. Paul Allozzi, alors je vous entends réagir, vous avez envie là d'intervenir dans le débat, allez-y. Notamment quand je dis, est-ce que finalement c'est pas un phénomène normal de gentrification de la ville? Alors non, là je vous ai entendu soupirer. Non, évidemment, parce que nous on a résisté. Il y a plein de collectifs, de syndicats qui se sont mis en branle cette année pour justement protester contre tout ça, et ça ramène en effet à la question de la démocratie. Enfin, moi il y a des moments, alors encore une fois très naïf, mais où je me suis arraché les cheveux on documentait des expulsions, il était écrit dans l'arrêté d'expulsion que ça se faisait au nom des Jeux Olympiques, et après les préfets vont à la télé nationale et disent c'est faux, ça ne s'est pas passé. Je me dis mais c'est dingue, enfin en fait comment c'est possible d'avoir des gens au pouvoir qui mentent à la télé nationale? Bon, en fait apparemment c'est très courant, donc mais donc il y a une vraie question de démocratie, et ça nous amène sur les Jeux de 2030. Là on va à nouveau accueillir les Jeux Olympiques. Pour 2024 on nous a jamais demandé notre avis, et là pour 2030 on ne compte pas nous demander notre avis non plus. Et donc nous ce qu'on demande maintenant c'est de dire aux gens, on considère que la population française, et notamment celle des Alpes, elle mériterait une information de qualité, donc on puisse inviter tout le monde, qu'ils aient la version des préfets mais qu'ils aient la version des assos, des personnes qui ont été expulsées pour se faire un avis, qu'ils aient la version aussi des experts nationaux sur la question, et ensuite qu'il y ait un vote. Il serait bon, mais ça ne ferait évidemment pas plaisir au CIO et ça ne va pas du tout dans leur modèle, qu'on puisse voter sur la question de est-ce que oui ou non on veut accueillir les Jeux. Je regardais, là il y a des collectifs écolos qui se montent dans les Alpes, et il y a un des porte-parole d'un des collectifs qui disait on est en train de nous organiser un suicide collectif, mais on ne demande pas au collectif s'il veut se suicider. Et en fait eux expliquent, ils disent qu'ils ont un glacier dans les Alpes qui se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que la moyenne du territoire français, qui est une ressource vitale pour l'environnement mondial, et on est en train de leur proposer de pomper de la neige artificielle, ce sera dans 6 ans, donc les étés seront sûrement encore plus chauds, de pomper de la neige artificielle pour en mettre sur les pistes, de bétonner une partie des montagnes, et c'est en plus des montagnes où il y a pas mal de passages de personnes migrantes. Moi j'y ai déjà fait des maraudes, on a des programmes là-bas, donc il y a plein d'enjeux encore de revers de la médaille des JO qui vont s'y regrouper, et je pense que la moindre des choses c'est qu'on se pose la question, que collectivement on réfléchisse, est-ce que oui ou non ça vaut le coup pour l'hôtel du sport et pour l'hôtel de la consommation de continuer à tenir ces Jeux de cette façon-là, alors qu'encore une fois il y a plein de solutions qui existent et que ébaucher Fabien pour faire différemment. Alors on entend bien le signal d'alarme sur lequel vous nous alertez à l'avance, avant les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Si on regarde ce qui s'est passé là en 2024 et l'action du collectif, le revers de la médaille, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment vous pouvez agir. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Vous avez observé en tant qu'acteur de terrain, acteur associatif, vous avez votre t-shirt Médecins du Monde, voilà, donc vous êtes une des associations partenaires de ce collectif qui comprend combien d'associations ? Alors 104 associations, autant des grosses ONG comme Médecins du Monde ou Action contre la faim, autant des petites assos comme Pantin Solidaire, et des collectifs aussi informels, des fédérations, c'est vraiment un gros regroupement de professionnels et de militants. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Déjà, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a passé une alerte, on l'a accompagné d'actions très visibles. Et ça, c'est mon message aux militants qui vont se mobiliser autour de la question des JO. Faut en profiter. Il y a des belles couleurs, il y a des beaux symboles. Et on a redécoré le studio, vous avez remarqué. Voilà, ça vaut le coup, donc il faut utiliser ça. Et il y a une fenêtre de tir politique avec les Jeux. On n'avait pas prévu de l'utiliser, mais les JO, comme je le disais, nous sont un peu tombés dessus. Et ensuite, on a vraiment pris ce parti de faire des propositions, de toujours être en proposition d'amélioration, d'adaptation de ces Jeux. Donc toute l'année, on a fait des actions, des propositions et des rencontres. On est allé partout. Moi, j'ai jamais fait autant de rencontres de plaidoyer. On était dans les mairies, dans les conseils régionaux, dans les ministères, beaucoup de fois. On a vraiment rencontré tout un tas d'élus, même des experts. On a eu des liens avec des gens de l'Union européenne, même des personnes de l'ONU. La société civile a son mot à dire dans les Jeux. Et en fait, quand on nous dit tout le temps c'est des Jeux populaires, c'est l'affaire de tous, nous, on prend les gens au mot. Oui, c'est des Jeux populaires. Et donc moi, je me sens autant légitime à donner mon avis sur les Jeux et à proposer des améliorations ou des changements que Tony Estanguet ou que Anne Hidalgo. Parce qu'en fait, chaque personne dont ça impacte le territoire et dont ça impacte la vie quotidienne devrait avoir son mot à dire. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, les lettres ouvertes, ça suffit plus. Les tribunes dans la presse, ça suffit plus. Et dans le mouvement
associatifs, écologistes notamment, il y a de plus en plus d'actions radicales. Est-ce que vous prônez une action radicale pour éviter les débordements des Jeux Olympiques modernes, mondialisés à l'américaine ? Bien sûr, nous on prône de l'action radicalement efficace. Cette année, on est allé, à un moment, on voulait que monsieur Gérald Darmanin nous réponde, donc on a introduit de force une lettre géante en carton dans une porte du ministère de l'Intérieur, en écartant les joints en caoutchouc du ministère de l'Intérieur. On est allé devant des monuments pour créer des images, on est allé, on a fait des manifestations, on a fait tout un tas de choses, on a projeté au laser nos messages sur des bâtiments, on a même interrompu l'arrivée de la flamme place de la République en émergeant à un balcon place de la République. Et on a pu voir Tony Estanguet, la ministre et la présentatrice télé, très gênée, faire signe aux caméras de continuer à tourner et de couper la séquence. Donc je pense que c'est radical comme action. On a bien dépoussiéré cette année notre logiciel de plaidoyer. Par contre, que ce soit nous, que ce soit Extinction Rebellion, que ce soit Saccage 2024, tous les collectifs qui se sont mobilisés cette année, on est resté sur du collage, on est resté sur des déploiements de banderoles, on est resté sur de la documentation terrain avec les journalistes, et il y a eu des gardes à vue, il y a eu des perquisitions en domicile, il y a eu des journalistes arrêtés et placés en garde à vue. En fait, il y a un dispositif de sécurité pour les JO qui est dingue, justifié par le terrorisme, mais quand les terroristes ne viennent pas, les activistes, eux, viennent chaque année, et donc on s'est retrouvés, nous, des fois, pour des actions, à un moment, on collait sur un lieu privé des images de sans-abri au sol, et on faisait des ateliers bulles avec des enfants, on s'est retrouvés en 10 minutes nassés par 60 forces de l'ordre, 5 véhicules anti-émeutes, contrôle d'identité, menaces d'arrestation. En fait, c'est complètement dingue. Nous, on a des propositions positives, mais en soi, il n'y a pas eu de casse, il n'y a aucun collectif qui a fait sauter un lieu des JO ou quoi que ce soit, et pourtant, tous les moyens qui ont été utilisés, qui sont parfaitement pacifiques, même si un peu gênants pour les autorités, ont été réprimés de manière beaucoup trop exceptionnelle. Fabien Archambault, on a parlé de social, on a parlé un petit peu d'écologie. Est-ce que l'écologie, qui nous intéresse aussi dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que c'est une prise de conscience très moderne, me semble-t-il, dans la société, ou est-ce que dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, il y a toujours eu, à un moment donné, une prise de conscience écologique ? En fait, la première contestation des Jeux est venue pour des raisons écologiques et pour les Jeux d'hiver. À quelle époque ? Alors en 1932, donc vous avez Los Angeles et Lake Placid. Toujours aux États-Unis, dans les nord de la Californie. Et là, en fait, c'est-à-dire que dans les villes sont déjà là. Donc en plus, c'est à Los Angeles qu'on inaugure le village olympique. Donc c'est-à-dire que les transformations urbaines sont très mesurées jusqu'alors. En revanche, quand c'est des Jeux d'hiver, en général, ça se voit. C'est-à-dire que le bétonnage de la montagne, là, vous avez en général des stations qui sont choisies parce que c'est des stations de luxe, c'est-à-dire où en gros la bourgeoisie, donc c'est un moyen de promotion publicitaire. Et là, vous pouvez avoir finalement des bons bourgeois qui sont habitués à avoir des décors fantastiques et qui cherchent justement à fuir la ville. Et on arrive en leur disant, on va tout bétonner pour les Jeux Olympiques. Et donc, c'est généralement dans ces stations-là que vous avez le plus de résistance au début. Donc c'est à Lake Placid en 1932. C'est la révolte des bourgeois. C'est la révolte des bourgeois. C'est incroyable. Alors c'est par exemple à Sapporo en 1972 où ils ont réussi à imposer que toutes les installations qui étaient construites pour les Jeux d'hiver soient faites dans un périmètre de 35 km de diamètre pour éviter que ça, en gros, commence à contaminer toute la montagne. Et la seule fois où il y a eu une mobilisation qui a permis d'annuler les Jeux, c'est à Denver, dans le Colorado, pour les Jeux d'hiver en 1976, où là, vous avez eu un mouvement citoyen dans toute la ville, donc qui s'appelait Citizens for Colorado Future, donc les citoyens engagés pour le futur du Colorado, et qui ont bloqué, c'est-à-dire que les Jeux ont dû être délocalisés. Ils ont été annulés à Denver, et finalement, c'est Innsbruck, en Autriche, qui les a. Mais là, il y a vraiment eu les années 70, et là, on peut dater l'émergence de la pensée écologique, vraiment l'idée il est hors de question que vous nous bousillez notre cadre de vie pour 15 jours de compétition. Et donc, voilà, c'est par les Jeux d'hiver, en fait, en général, c'est le plus compliqué, donc ce qui est plutôt un message d'espoir pour les Alpes 2030, c'est que là, en fait, ça se voit concrètement ce qui peut se passer. Alors, il y a les Alpes 2030, et puis il y a retour aux États-Unis, à Los Angeles, dans 4 ans, en 2028. Je sais que vous êtes historien, mais si on faisait un peu de fiction, est-ce que vous pressentez déjà des sujets sensibles, des montées en puissance de mouvements de contestation à Los Angeles, ou c'est encore trop tôt pour en parler ? C'est toujours le problème, en fait, des mouvements de contestation, donc qui essayent de se structurer à une échelle globale, c'est qu'en général, ça arrive trop tard.
C'est-à-dire, voilà, Los Angeles a déjà été décidé. Évidemment, personne n'a été consulté, encore moins les habitants du grand Los Angeles. Et donc, voilà, une fois que c'est décidé et que vous avez un État qui, en gros, met tout en œuvre pour que les jeux adviennent, c'est difficile d'aller contre. En général, la contestation, il faut qu'elle ait lieu avant le dépôt des candidatures. D'ailleurs, c'est pour ça que plus personne ne candidate. C'est-à-dire que 2024, 2028, 2032, en fait, à chaque fois, c'était sans concurrence, puisqu'en gros, plus personne ne veut organiser les jeux. C'est-à-dire, dans les grandes métropoles occidentales, en gros, si on laisse parler les habitants, ils vous diront non. Et même Paris, si on avait... maintenant, tout le monde considère ça comme un succès, mais si on avait demandé en... Succès médiatique en tous les cas. 2016-2017 aux Parisiens, est-ce que vous voulez les jeux ? C'est pas du tout évident que la consultation ait été gagnée. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de l'urbanisme. Parce qu'on nous dit quand même, on ressent que les jeux sont une opportunité assez exceptionnelle de débloquer des investissements à coût de milliards. Et des investissements qui probablement n'auraient jamais été déclenchés si les Jeux Olympiques n'étaient pas arrivés, ou alors pas du tout aussi vite. On les aurait étalés beaucoup plus loin dans le temps. Est-ce que cette réflexion-là, est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est une illusion que les Jeux Olympiques permettent de débloquer des capacités d'investissement considérables ? Alors, heureusement, il n'y a pas que les JO dans la vie. C'est-à-dire que de quoi souffre la région parisienne, par exemple, du trafic automobile et de la pollution automobile, la nécessité de renforcer le système de transport en commun. En gros, c'est pas pour les JO que la ligne 14, la ligne 15... La ligne 14, voilà, on a gagné 2 ans sur la ligne 14. Même chose pour l'eau de la Seine. En tout cas, une gestion plus saine des ressources en eau de la capitale. C'est un projet qui aurait existé sans les JO. Donc là, l'habileté des ingénieurs de la direction des eaux de la ville de Paris, ça a été d'utiliser les jeux pour aller un peu plus vite et pour être sûr que toutes les dépenses de l'État, notamment, soient bien mises en œuvre comme l'État s'y était engagé avant que la question des jeux à Paris ne se pose. Donc, comme toujours, en fait, il n'y a pas de... C'est-à-dire que dans les dépenses, en fait, c'est un peu en règle de comptabilité, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. C'est-à-dire que tout tourne autour des JO, mais en gros, une ville, il faut qu'elle elle se développe et la question des jeux est finalement parfois un peu secondaire. Par exemple, Athènes. Voilà, il y a une ligne de RER qui fait le tour de l'agglomération, qui relie l'aéroport. Enfin, en gros, il y a des métros qui ont été construits, qui auraient été construits de toute façon, parce que cette agglomération en manquait. Alors, ça m'amène à ma dernière question, c'est celle du contexte politique. On a vécu ensemble un rêve incroyable. Les Français ont ressenti ces instants magiques pendant les Jeux Olympiques. On en avait besoin en sortant d'une séquence politique extrêmement forte, extrêmement dure, avec la montée considérable du Rassemblement national, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, les Jeux sont arrivés, ferveur populaire, des belles images à la télé, des victoires, des médailles d'or. Est-ce que les Jeux servent avant tout à jeter de la poudre aux yeux du peuple ? Alors, en gros, c'est pas étonnant que ça se passe bien. Au sens, c'est un peu déjà ce qui s'était passé avec la Coupe du Monde en 1998. C'est-à-dire que quand on reçoit des athlètes du monde entier, c'était le cas en 98 et c'était là en 2024, il y a en gros une sorte de fierté nationale. C'est-à-dire c'est des produits culturels qui marchent. En gros, les JO s'inscrivent dans une tradition de compétition pacifique entre toutes les nations du monde. Ça, c'est le storytelling de Coubertin, même pas forcément. Non, lui, c'était plutôt... c'est ce qu'il a écrit vers la fin de sa vie, quand les jeux étaient en train de se transformer. À l'origine, pour lui, les jeux, c'est... Et en même temps, c'est une très belle idée à porter, parce qu'évidemment, on a besoin de plus de pacifisme que de guerre sur la planète. Oui, lui, en gros, c'était le sport antidémocratique. C'était empêcher les pauvres de faire du sport. C'est ça, les jeux, à l'origine. Alors, pour revenir à votre question, tout ça, en fait, est aussi déconnecté de la politique. C'est-à-dire que, à mon avis, dans tous les pays,
les gens sont capables de faire la part des choses entre du divertissement, même si dans ce divertissement, il y a un poids très important du pouvoir politique qui essaye d'encadrer et de canaliser cette ferveur à son service. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose des grandes tendances. En gros, c'est pas parce que les Jeux ont été réussis que Emmanuel Macron a fait un bond de popularité extraordinaire au mois de septembre. On parlait des Jeux de 1980 à Moscou. C'est décrit dans le régime brejnevien, qui n'en finissait pas de finir, comme une parenthèse enchantée. Voilà, l'été 80, c'est pour une fois, les gens ont l'air heureux en Union soviétique. Ça n'a pas duré. Et les problèmes politiques français, dès lundi matin, même pendant les Jeux, on était conscient de ce qui se passait. Paul Alozzi, vous êtes d'accord avec cette vision, ou est-ce que vous trouvez que les Jeux sont un instrument de communication politique ? Oui, c'est sûr, c'est un énorme instrument de soft power. Après, il y a des raisons. Par exemple, il y a la journaliste et militante écolo Jade Lingard qui a écrit Une ville face à la violence olympique, qui, elle analyse un peu la position d'Anne Hidalgo en disant qu'avant, elle n'était pas convaincue par les Jeux et qu'après les attentats de 2015, il y a une interview au Parisien où elle explique que sa fille aura 12 ans pendant les Jeux, si je dis pas de bêtises, et qu'elle aimerait lui montrer que Paris peut être la capitale de la paix dans le monde. Donc il y a un énorme intérêt de soft power pour des raisons, des fois idéologiques, des fois d'ambition personnelle. Et après, nous, notre combat cette année, ça aura été d'être le caillou dans la chaussure des autorités. Parce qu'en fait, il y a eu des enquêtes du Washington Post, de CNN, du New York Times qui montraient que la France a mis en place ce système de délocalisation des populations sans-abri et migrantes. Et on a appris que ça avait même fait de la peine à notre président que ce soit exposé autant à l'international. Et en fait, la France, on est aussi un pays de contestation et de mouvements sociaux et de solidarité. Donc, à notre échelle, on aura réussi à le montrer. Et moi, j'ai halluciné un peu de voir, encore cette semaine, il y a un petit squat qui va être expulsé à Montreuil. J'ai prévenu la presse en leur disant, regardez, le nettoyage social continue alors qu'on nous a annoncé une trêve olympique. Et il y avait 3 journalistes, dont des journalistes d'investigation japonais. Et pour les personnes de Montreuil qui voyaient débarquer la presse japonaise, c'était dingue pour eux. Et on aura montré qu'en France, on n'aura pas juste été bâillonné par l'effet JO, mais qu'on aura aussi exposé leurs travers. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission de Mediatico sur l'héritage des Jeux Olympiques. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis merci à la réalisation et aux moyens techniques d'Impact Production. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle émission ESS On Air pour parler de l'actualité sous l'angle de l'économie sociale et solidaire.